Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui en direct, je suis au Glacier et on est venu voir un petit peu ce qui s'est passé à Bourges avec les Gilets jaunes ce samedi. C'est les Gilets jaunes, c'est pas les Gilets jaunes. Ben écoutez, on va le savoir tout de suite. On va interviewer les représentants des Gilets jaunes du groupe de Montluçon. Comment ça s'est passé à Bourges? Une journée mouvementée, une journée bon enfant jusqu'à 17h, si je veux le résumer, c'est comme ça, hein. Jusqu'à 17h, une journée bon enfant, un défilé avec beaucoup de chaleur humaine, de gens qui échangent, qui discutent entre eux, de la musique le matin, enfin bref. Je signalerai quand même un cortège CGT qui s'est rajouté à la fin. Donc j'ai un petit peu discuté avec eux. Je sais pas trop ce qu'ils faisaient là, mais je sais pas. Bon, enfin bref, ils étaient là. Et puis, à 17h, 17h30, des jeunes casseurs qui ont débarqué, qui se sont disséminés un petit peu, rassemblés sur la place petit à petit et qui se sont mis à tout casser. Les CRS qui bronchaient pas et qui ont mis plus d'1 heure avant de réagir, mais quand ils ont réagi, ils n'ont pas fait semblant, hein. Il y avait tout ce qu'il faut comme dispositif. Et pour conclure, nous, comme des tas d'autres, on s'est fait gazer, on s'est fait poursuivre, on a reçu des gaz lacrymogènes en quantité, et même en étant éloignés du lieu de rassemblement, dans les petites ruelles, là, ils nous ont carrément poursuivis, et on a dû notre salut, on va dire, au repli qu'on a fait dans une petite impasse, mais ils ont quand même projeté par-dessus les murs, et on a tout pris, quoi. Voilà. Ça, c'est le résumé. Alors, on va revenir un peu avec Domi, donc Domi qui s'est fait gazer qui sort du Touville, qui a 3 jours d'ITT, donc tu as maintenant des soucis avec tes yeux. Oui, tout à fait. Je me suis retrouvée, moi, dans cette impasse parce qu'on attendait nos stricts médics qui étaient encore sur place pour soigner les blessés. Alors, les stricts médics, ce sont des gens qui ont des diplômes de sauveteurs et qui donc sont équipés de croix rouges. Ils ont des sacs à dos avec les médicaments et tout ça pour pouvoir aider les blessés. D'ailleurs, on a eu plusieurs interventions, puisqu'ils faisaient partie de notre groupe. Ils ont eu plusieurs interventions, dont quand on était obligé d'étaler comme des malades, parce qu'on était avec les pompiers pour un monsieur qui avait pris un flashball dans le dos. Alors, donc, nous étions avec les pompiers. Franck et Christophe, donc nos stricts médics, sont repartis dans la mêlée pour sauver d'autres personnes. Quand on a vu que les CRS de loin commençaient à charger, nous sommes redescendus derrière le château d'eau. On a trouvé une petite ruelle. On a été se mettre dedans, se pensant à l'abri. On a vu les casseurs remonter sur le centre-ville de Bourges par la rue en haut. Et donc nous, on se pensait protégés là où on était. Franck et Christophe, donc nos stricts médics, sont venus nous rejoindre. Ils commençaient à ranger leur matériel, ils étaient en train de plier une couverture de survie. Et à ce moment-là, un premier jet est venu sur nous, a touché Franck. Celle-là, je l'ai vue. Donc on a commencé à rentrer dans cette ruelle pour se protéger un peu mieux. Et là, ils ont tiré par-dessus les murs et les toits. On s'est retrouvés donc dans un brouillard épouvantable. Moi, n'étant pas trop vaillante vu mon âge, je me suis cognée contre une voiture qui était dans cette ruelle. Je me suis effondrée. Je me suis protégée avec la seule chose que j'avais, c'est-à-dire mon écharpe. Et je me suis plaquée contre un mur pensant que ça allait m'aider. Et j'ai plus vu du tout personne. J'étais complètement désorientée, je ne savais plus où j'étais, je n'entendais plus rien. Et à ce moment, quelques secondes après, j'ai écouté Olivier qui criait « Domi, Domi, t'es où ?» Il est re-rentré dans les gaz pour venir me chercher. Il m'a tiré par mon blouson jusqu'à un endroit où on n'avait plus de gaz. Et là, j'ai commencé à reprendre un petit peu mes esprits. Donc Christophe et Franck m'ont inondé les yeux avec du sérum Phi. J'ai mis bien 15 à 20 minutes avant de pouvoir reprendre mon souffle. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours énormément mal à mon œil gauche. Donc je sors de chez mon médecin traitant qui m'a conseillé d'aller voir un ophtalmo en urgence.
Il m'a mis 3 jours d'ITT, renouvelable, c'est aggravation. J'ai toujours la bouche qui me brûle, le visage qui me brûle, après m'être lavé, relavé. Enfin, ça a été une tuerie, on serait cru dans une guerre. Oui, la manifestation avait été séparée donc, sur le haut de la place Sérocourt, suite donc, à l'intervention des casseurs. Donc une partie de nos collègues se sont retrouvés bloqués. Donc moi j'étais dans la première partie avec Maxime Nicole et avec Priscilla Lewowski. On nous a appelé pour un premier impact sur un journaliste indépendant qui avait reçu un tir de flashball au niveau de la cheville. Donc nous l'avons soigné. 5 minutes après, donc on est intervenu sur une jeune qui est tombée donc sur le trottoir, et quand on avait terminé avec cette fille, une personne handicapée est arrivée, avait remercé un tir de flashball au niveau des côtes, donc un diagnostic de au moins 2 côtes fracturées. Il a perdu sa canne. Donc voilà. Après, comme on a vu qu'il y avait que ça chauffait pas mal au-dessus de la place Sérocourt, nous sommes rendus avec Christophe pour essayer déjà de retrouver notre équipe et de voir si on avait apporté de l'aide. Donc j'ai fait un live à ce moment-là, et puis on était en haut de la place Sérocourt, et on a ramassé une salve de 15-20 jets de grenades lacrymogènes. Donc on a été pris par surprise. On s'est rendu dans une ruelle sur la droite pour essayer de se dégager, le temps de se mettre les lunettes et les masques. Et là on avait une deuxième zone de CRS qui nous attendait. On a dû retraverser les gaz lacrymogènes, et là on a eu à intervenir sur un jeune qui a ramassé un tir de flashball donc de ce type au niveau de la gorge. Donc on a prodigué les premiers soins, et là les CRS nous ont chargés à nouveau, alors qu'on était équipé du matériel avec la croix, les sacs étaient identifiés, j'avais le casque, donc ils nous ont gazés. On a reculé de 400-500 mètres, ils ont recommencé un gazage, jusqu'à ce qu'on ait pu évacuer avec les pompiers le jeune touché. Donc quand on est remonté, ils nous ont volontairement chargés, on était accroupis, on était en train de recevoir une personne, bien que les gilets jaunes nous entouraient, ils ont chargé. Donc on est reparti sur la petite ruelle complètement derrière le château d'eau. Là, l'équipe avait quitté les gilets jaunes, on était prêt à repartir, et avec Christophe, donc on s'était mis à genoux pour plier la couverture de survie pour repartir. Donc on était les seuls à avoir la Croix-Rouge, le casque et tout ça, et à ce moment-là, les CRS nous ont délibérément, puisqu'on était les seuls identifiables, et en plus avec la Croix-Rouge, tiré une première salve de gaz lacrymogène. J'en ai eu donc une sur le pied. Et nous avons pris cette impasse, cette ruelle, sur une cour privée. Et là, ils ont rebalancé une salve de 3-4 grenades lacrymogènes qui sont tombées sur les voitures des particuliers, que j'ai reçu sur le casque d'ailleurs, qui a été impacté et qui a rebondi donc sur notre collègue. Voilà. Donc ils nous ont littéralement tirés comme des lapins. Ils ne respectent ni la Croix-Rouge, ni les secouristes, ni les personnes âgées, ni les enfants. On a une petite qui a été blessée dans la manifestation. Voilà, donc je sais bien que ce n'est pas les lieux et heures dans les enfants des manifestations, mais c'était une manifestation pacifique. Donc je ne sais pas s'ils répondent à des ordres, ils nous balancent des choses comme ça, ils nous balancent voilà, ce qu'on reçoit. Alors ils nous balancent ça, c'est des restes de grenades lacrymogènes. Donc il y a un plastique, alors ça sent pas très bon quand, plastique très rigide, et puis on a ces nouvelles grenades anti-encerclement qui sont métalliques ici, avec un pas de vis. Et puis une partie plastique très très rigide. Donc la visée se fait au niveau de la tête, puisque 80% des blessés aujourd'hui sont touchés au niveau de la tête, de l'œil et tout. Alors voilà, ce qu'on a eu sur Bourges. Des gens qui sont habitués à participer à des manifestations pacifiques ou tout type de manifestations n'ont jamais vu autant de violence sur une manifestation comme à Bourges. C'était une guerre. Pour l'acte 10, vous serez où? Alors, vous serez sur Clermont, j'ai entendu parler de la Creuse. Est-ce que vous repartez sur Bourges? Est-ce que vous repartez sur Paris? La Creuse, donc oui, il y avait des comptes avec la Creuse. Je pense que Guéret, donc on va laisser tomber, puisque les actions là-bas, il y a très très peu de personnes. Donc oui, il y a un rassemblement qui est prévu le week-end sur Clermont-Ferrand. On va en discuter avec d'autres gilets jaunes pour savoir si on va sur Clermont. Moi personnellement, je pense que j'irai, comme je vous ai dit, sur Paris pour rendre visite à Cyril et puis pour continuer le mouvement. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller sur les grandes... Il faut continuer quelques actions peut-être chez nous, mais il faut qu'on ait un effet de masse. Il faut qu'on se retrouve dans les préfectures, dans les grandes villes pour faire voir qu'on est là. Regardez samedi
ça n'a pas eu le même impact et ça n'a pas eu le même effet pour le gouvernement. Ils ont reconnu qu'il y avait une augmentation des gilets jaunes sur le terrain. C'est-à-dire que dans les petites villes, ils ne comptabilisent pas les 100, 120, 200 personnes et tout. Ils regardent les grandes villes. Donc si par exemple, on n'aurait pas passé cet appel national à Bourges, ils auraient été 1500, 2000. On était 10 000 à Bourges presque. Donc aujourd'hui, il y a eu une retombée médiatique importante. Donc moi, je pense que je serai sur Paris. Les gens qui ne peuvent pas aller à Paris, moi je les appelle à aller peut-être sur Clermont-Ferrand. Il y a eu un gilet jaune du groupe de Montluçon qui a été gravement blessé à Paris. Et donne-nous un peu de nouvelles de sa santé si tu en as. Alors, oui, sur Paris, donc, on a nos mousquetaires qui montent tous les samedis sur Paris, donc à une 15-20, donc ils se sont rendus comme tous les samedis à Paris avec notre ami Cyril. Et après des charges de CRS apparemment, donc ils se sont trouvés séparés et en fin de journée, au moment de reprendre le train, ils se sont aperçus qu'il leur manquait un des leurs. Donc après avoir attendu, ils ont regardé un peu les réseaux sociaux, ils se sont aperçus que des photos circulaient, que Cyril avait donc été atteint par un tir de flashball au niveau du menton et donc était transporté à Paris. Il a été transporté donc à l'hôpital de la Salpêtrière. Aux dernières nouvelles qu'on aurait eues, donc il a été opéré dans la nuit de samedi à dimanche. Actuellement, nous, les infos qu'on a, il serait placé, il serait endormi, donc apparemment sous un coma artificiel puisqu'il aurait un édème au niveau du cou. Et il serait intubé. Donc ça serait à vérifier, mais c'est les informations qu'on aurait de la part de ses collègues de travail et de famille. Donc nous, on lui souhaite, et puis tout nous prend au rétablissement, on est de tout cœur avec sa famille. Nous allons essayer, samedi prochain, moi personnellement, j'irai sur Paris, dans un premier temps le matin, pour essayer de le voir à la Salpêtrière. Et puis dans un second temps, j'irai sur la manifestation en tant que secouriste. Voilà. Voilà, ça ne devrait pas se passer. Aujourd'hui, c'est un homme, c'est pas un jeune casseur, hein, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui a l'habitude de faire les manifestations, qui était totalement pacifique et qui aujourd'hui se retrouve handicapé. Donc on compte sur tous les gilets jaunes pour rapporter aux familles des blessés leur aide, hein, par rapport à des cagnottes, par rapport à tout ce qu'on peut voir. Donc les familles de se mettre en rapport avec nous, de savoir comment on peut les aider. Si c'est financièrement, matériellement, puisque bien sûr il va falloir le rapatrier sur Montluçon et puis aider aussi ses proches. Hein. Voilà. Oui, je voulais dire que lorsque l'attaque des CRS a eu lieu, nous avions déjà depuis longtemps posé nos gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on n'était plus à ce moment-là identifiables comme gilets jaunes. Les deux seuls qui avaient encore leurs gilets jaunes sur eux étaient nos strict médics, c'est-à-dire Christophe et Franck. Justement, les casseurs, parce que moi j'insiste là-dessus, les casseurs, les petits jeunes de 18-20 ans que j'ai vus moi, ils n'avaient pas de gilets jaunes, hein, très peu. Il y en avait quelques-uns qui en avaient, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart ils n'en avaient pas. Ils n'étaient pas identifiés. J'ai vu beaucoup de masques d'Anonymous là, voilà, c'est une clique bien particulière. Hein. Mais, ils n'avaient pas de gilets jaunes. Mais comment ça a pu démarrer? Parce que moi je suivais en live Bourges. Je suis bien sur BFM, sur CNews, tout se passait bien, tout était sympa, c'était joyeux, c'était convivial. Et vers 17h30, c'est parti en live. Bon, c'est parti depuis le centre-ville. Comment ça a pu dégénérer sur la place après? Parce que c'était leur objectif. Ils sont venus pour ça, pour casser. Moi, j'ai filmé quand ils ont démoli des grandes pancartes d'indication, de direction, mais ils s'y mettent à 5-6, ils poussent. En moins d'une minute, la pancarte, elle est par terre. Ils sont venus avec cet objectif. On fout le foin partout, voilà. C'était leur objectif. Mais je ne sais pas, moi je ne les connais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai même pris une photo. Ils avaient des bouteilles de vodka, il y avait beaucoup d'alcool, hein. Des bouteilles de vodka et des petites piles de pierre qui étaient déjà bien cachées dans des coins. Tout était programmé pour eux, tout était calculé. On y va, on met le foin, on met le dawa là, je sais pas. Dawa, oui. Voilà. J'apprends. Et moi, c'est ce qui m'a marqué. J'ai vu quelqu'un vers 10h le matin, puisque nous, on était là de bonne heure, que j'ai croisé, et d'ailleurs un média, je ne sais plus lequel, qui me dit, je dis, ah, mais on n'est pas encore très nombreux. Et il me dit, non, il y a 1200 personnes d'après la préfecture. Je dis, ah, quand même, 1200. Et je dis, c'est bien, c'est calme, il y avait de la musique, une bonne ambiance, voilà, tout le monde se prenait un petit café et parlait entre eux. Et puis j'ai croisé un monsieur qui m'a dit, c'est calme, mais attendez de voir à 17h. Ça, c'était à 10h le matin.
Il m'a dit, attendez voir à 17h, vous verrez, ce sera une autre histoire. C'était un monsieur d'un certain âge déjà, hein, très sérieux et tout. Et j'ai entendu, mais j'ai pas trop compris. J'ai compris le soir, moi. En fait, c'est ça, les manifs. Il y a les gilets jaunes, les gens qui ont de vraies revendications, qui sont réellement le peuple. Et puis, il y a ces petits jeunes qui vont se défouler, libérer un peu de leur testostérone, parce que j'ai pas vu beaucoup de filles. Mais voilà, et à mon avis, ils viennent du tour de la ville, et je vous assure, j'ai toutes les photos, j'ai tout filmé jusqu'à ce que je puisse plus respirer parce que les gaz m'ont complètement... bon, c'était la première fois pour moi, c'était un baptême du feu. J'avais jamais été gazée. Et là, je m'en souviendrai à peu près toute ma vie, c'est clair, hein, parce que on perd l'équilibre, on perd la notion de tout. Si un monsieur n'était pas venu à mon secours en me donnant une petite pipette de sérum physiologique, je m'essuyais avec mon écharpe, moi, bêtement. Mais c'est vraiment hallucinant à voir, quoi. Et ils ont tout massacré, quoi. Ils ont tout cassé, ils ont monté des barricades. Ils ont un savoir-faire phénoménal. Ils sont vraiment, mais une cohésion de groupe. Et je vous dis, je suis pas sûre qu'il n'y en ait pas qui avaient 15-16 ans dans le tas. Vous pensez que c'est organisé d'avance, hein? Ah, complètement. Ils attendaient leur heure. Mais par qui? Mais c'est des jeunes et leur plaisir, c'est ça. Casser, démolir. Les gilets jaunes, il n'y en a pas un seul qui a cassé quoi que ce soit dans cette histoire. On a remarqué une chose, je dis on parce que je n'ai pas été la seule, c'est que justement les incidents de Bourges ont démarré exactement à la même heure que les accidents de Paris. Ah oui, ils viennent en C'était programmé pour la même heure. Tous ces blessés, toute cette pagaille, et avec le ressenti que peut avoir maintenant, on va en parler tout à l'heure, entre guillemets les opposants aux gilets jaunes, quel sentiment ça vous donne? Ça vous donne envie toujours de continuer? Ah bien sûr, plus encore. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut en vouloir aux médias, parce qu'en fait, il y a une telle désinformation. Je l'ai dit ce matin à BFM, je me suis permis de les appeler pour leur dire, parce qu'ils ils ont abordé ce sujet dans l'émission Les Grandes Gueules. Je les ai appelés et j'ai vidé mon sac, je leur ai dit... Pourquoi vous plaignez maintenant? Ils sont en train d'envisager de boycotter les mouvements des Gilets jaunes pour nous punir. Mais en fait, ils ne se posent pas la question pourquoi on leur en veut. Pourquoi une équipe de BFM est venue samedi matin sur la place où on était censé se réunir et qu'ils ont été gentiment, je dis bien gentiment, invités à ne pas rester. Ce qui ne les a pas empêchés d'ailleurs de revenir une heure après en catimini. Bon, c'est le jeu, c'est pas le problème. Mais en attendant... Ils ne se posent pas la question pourquoi ils sont mal aimés, pourquoi il y a eu des débordements à Rouen et peut-être même ailleurs. Mais en fait, ils ne se posent pas la question, la désinformation qu'ils laissent à notre sujet pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes et donc pour faire passer le peuple pour des abrutis, des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, qui font n'importe quoi. C'est faux. Il faudrait, s'ils étaient objectifs, il faudrait qu'ils précisent que ce n'est pas les Gilets jaunes qui cassent, c'est les groupuscules qui se joignent en fin de journée. C'est classique, je vous dis, ce monsieur qui m'a dit le matin, vous allez voir, ce sera une autre histoire à 17h, ben voilà, j'ai compris après, moi. On a su, si je peux me permettre, on a su le matin, nous, dès 8h30, 9h, qu'il y aurait des problèmes. Mais là, par contre, c'est pas à cause des casseurs, mais ils savaient pertinemment que la police allait casser. On s'est fait contrôler après Saint-Florent-sur-Cher, à peu près à 5-6 km de Bourges. Par la gendarmerie, toutes les voitures étaient donc arrêtées. Ils nous ont donc demandé d'ouvrir le coffre, contrôle d'identité, et ils ont demandé qu'est-ce qu'on avait dans les sacs. Et donc quand ils ont vu le sac qui est de Croix-Rouge, ils ont demandé ce qui était dedans. Quand on a dit que c'était pour les équipes de secours, et ils nous ont répondu bah, vous avez raison parce qu'il y en aura franchement besoin. Et là il était 9h du matin. Donc les services de secours, la gendarmerie, étaient déjà informés qu'il y aurait des casses le soir. Alors le problème qu'il y a eu également, c'est que oui, il y avait des casseurs, mais où les CRS n'ont pas procédé, à mon avis, logiquement, c'est qu'ils ont coupé le défilé autorisé en deux, et l'arrière du cortège a été bloqué au-dessus de la place Sérocourt à cause de ces casseurs. Et ce qui fait que des gilets jaunes pacifiques, qui marchaient, qui discutaient tous, se sont retrouvés dans une nasse. Et automatiquement, ils se sont retrouvés piégés au milieu des lacrymogènes, piégés au niveau des grenades anti-encerclement. Et voilà, le problème, il est parti de là. Alors je pense qu'en amont, ils auraient dû la préfecture de Bourges aurait dû faire un travail, c'est-à-dire contrôler plus sévèrement les gens qui pouvaient descendre peut-être des nord de Bourges ou tout ça pour limiter les casses qui étaient prévus. Isandrine donc a pris contact avec Amnesty International à Montluçon.
donc hier soir par mail. Donc la réponse d'Amnesty International, c'est de reprendre contact avec donc, le niveau national. Donc nous allons faire, comme certains de nos collègues ont fait, un dépôt de plainte auprès d'Amnesty International pour utilisation intempestive de la force et une force disproportionnée par rapport à l'attaque. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et puis nous allons individuellement, je pense, faire des dépôts de plainte au niveau du commissariat de Montluçon. Bon, ça fera ce que ça fera, pour que on arrête, si vous voulez, ces violences, parce que nous sommes des pacifiques. On a une Croix-Rouge, il y a une convention de Genève qui est très explicite là-dessus. Il faudrait que les forces de l'ordre commencent par la respecter. Et évidemment que le gilet jaune, n'importe qui peut avoir un gilet jaune. Mais c'est pas des gens qui ont 50, 60 ans, qui sont en tête de cortège, qui sont des violents. Donc il faut quand même qu'il y ait un distinguo. Donc aujourd'hui, je sais que les forces de l'ordre, elles sont fatiguées, qu'elles en ont assez. Mais ça, c'est pas notre problème. Là. Il faudrait qu'elles voient avec leur ministre de l'Intérieur et tout ça. Et puis, ce qui est aussi déplorable, parce qu'on n'en a pas parlé, et là, il y a aussi une plainte qui va être déposée, et il y a des plaintes qui l'ont déjà été, si vous voulez, c'est par l'attitude de certains ministres, anciens ministres, entre autres Luc Ferry. Une plainte a été portée, et la plainte a été refusée. Ils n'ont pas voulu accepter la plainte. Donc bien sûr, bien si les plaintes sont refusées par les commissariats, il ne faut pas oublier qu'on peut faire donc des courriers auprès du procureur de la République. On peut se regrouper, si vous voulez, en collectif, mais des plaintes seront bien déposées contre Luc Ferry, puisque c'est un appel au meurtre. Et moi, j'ose même pas imaginer si une personne, des Gilets jaunes ou autre, hein, avait eu les mêmes propos. Je peux vous dire que dans les 24 heures qui auraient suivi, cette personne aurait été placée en garde à vue et serait toujours aujourd'hui, si vous voulez, en détention pour un appel au meurtre. Donc il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. On ne peut pas, d'un côté, en étant couvert par le gouvernement, à faire un appel au meurtre, et d'un autre côté, les Gilets jaunes, parce qu'ils font des publications sur leur réseau pour venir appeler à manifester, se retrouvent ou en garde à vue ou ayant avec des menaces d'avoir des poursuites pour déclencher des manifestations non autorisées. Donc arrive un moment, je pense qu'il va falloir que les esprits se calment et qu'on retrouve aussi notre liberté. Alors, là, maintenant nous sommes à l'acte 10. D'après vous, ça va s'arrêter quand ? Depuis le début, on est tous gilets jaunes, mais les réponses sont individuelles, parce que là, ce qui intervient, qui est nouveau, c'est la lettre de M. Macron, du président de la République, la mise en place du grand débat, ou grand enfumage, selon. Donc tout ça va quand même un petit peu... Moi, je ne sais pas ce que vont décider les mouvements gilets jaunes qui sont beaucoup plus structurés maintenant, qui commencent à se structurer. La preuve, il y a des services de sécurité, d'intervention, donc... Je ne sais pas ce qui a été décidé. Moi, en tant qu'individu, je ne le sais pas. Mais je sais que ce qu'il ne faut pas, c'est lâcher le morceau, quoi. Mais je pense que ça va un petit peu changer la donne. Le fait qu'il y ait ce début de grand débat et de mise en place dans les mairies. Moi, je demande à voir quand même ce qui va se passer dans les mairies autour de Montluçon, disons, puisque j'habite pas Montluçon, mais Montluçon, je ne suis même pas sûre qu'ils aient posé des cahiers de doléances dans les... Ça y est, bon, ils ont mis le temps. Il y a des communes qui jouent le jeu, d'autres pas. Il y a des maires, moi je me mets à leur place. Hein. Franchement, les maires, ils ont de quoi revendiquer et on leur demande maintenant de participer et de calmer le jeu et en fait de jouer le tampon là dans l'histoire. Je sais pas si... Je pense qu'ils vont le jouer parce que je les connais un peu, mais franchement, je demande à voir. Donc on va avoir une semaine quand même assez chargée en réflexion. Mais je ne peux pas parler au nom de tous les gilets jaunes, seulement moi. Moi, je demande à voir ce qui va se passer dans les mairies. Mais je rêve pas. Mais... Je me dis juste une chose, si je peux témoigner, c'est que si le gouvernement incite tant à aller vers ça, bon d'accord, il cherche une porte de sortie, je le comprends complètement. Mais à mon avis, s'il y va si franco de port, c'est qu'il doit avoir bien plié le truc à la fin, à la clé. Moi, c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'on n'était pas apolitique, mais hors politique. C'est-à-dire que, quelles que soient ses idées, il faut les laisser de côté, il faut les laisser à la maison, et aujourd'hui, on est là pour se rassembler. Aujourd'hui, l'intérêt du gouvernement, c'est que les syndicats intègrent le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est ce qui se passe aussi à Montluçon, si vous voulez. Parce qu'à partir du moment où la CGT, entre autres, aujourd'hui, sur notre site, vient, intègre et prend les choses en main, entre autres, on l'a vu samedi ou vendredi, ils ont organisé une réunion avec la députée, on a vu les actions des syndicats. On a vu avec les routiers, avec la CFDT, on donne quelques miettes, le ministère des Transports négocie avec ce syndicat,
La tête dit bon bah ça va, on a ce qu'on veut, vous rentrez chez vous. On a vu avec les agriculteurs, la FNSEA ou d'autres associations ou syndicats d'agriculteurs. On a vu avec Alliance ou d'autres syndicats de police qu'on fait rentrer les policiers chez eux. Donc ils sont aux ordres du gouvernement qui donne des bribes aux gars du terrain. Et puis tout s'étouffe. Donc leur intérêt aujourd'hui, c'est que les syndicats intègrent le mouvement Gilets jaunes de façon à ce que Martinez soit reçu, entre autres, à Matignon ou à l'Élysée, qu'il touche une petite enveloppe grosse pour lui, petite pour les salariés, et puis tout le monde rentre dans ses pénates et on ne parle plus des Gilets jaunes. Alors c'est pas ça aujourd'hui. Ça aujourd'hui, on ne veut pas de syndicats, on ne veut pas de politique. On a tous nos idées, on a tous pratiqué ou on pratiquera tous, mais aujourd'hui c'est le seul moment qu'on a trouvé pour tous s'unir. Alors on ne veut pas être pollué par les politiques de tous bords et pollué par les syndicats de tous bords. Donc, ils ne sont pas les bienvenus. On les a vus à l'œuvre. Ça fait des décennies qu'ils essayent de se battre pour les salariés. Ils n'ont rien gagné. Donc maintenant, on passe à autre chose. S'ils veulent venir, ils viennent, mais ils posent leur étiquette et ils affichent un gilet jaune, comme tous les citoyens. Mais les syndicats ne sont pas la majorité des citoyens. Quand on fait les statistiques, regardez combien de personnes en France sont syndiquées et est-ce qu'ils sont représentatifs des citoyens de base. Donc moi j'appelle les Français, tous les Français, les gens qui veulent se battre pour leur cause, de laisser tomber ces étiquettes, laisser tomber ces syndicats et de venir avec leur gilet, avec nous, sur le terrain, discuter. Et là on va faire de grandes choses. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait que le gouvernement fasse pour que tout s'arrête là ? Ce qu'il faudrait qu'il fasse déjà, c'est que Macron, il reconnaisse ses erreurs, qu'il prenne un peu d'humilité et puis qu'il s'excuse, qu'il s'en aille, parce que je crois que son temps il est fait et fini. Et également dissoudre l'Assemblée nationale. Quand ça sera en place déjà, ce sont les le RIC, le RIC. Alors, une question pourquoi l'ensemble des Gilets jaunes ne pas s'unir et mettre un représentant ou des représentants? On ne parle pas de politique, mais est-ce que ça parle dans tous les côtés d'être rattrapé. On a tellement souffert en vérité des politiques et de tout ce qui est en place qu'on a peur d'une structure qui reprendrait les mêmes codes. Donc ça, j'arrive à le comprendre. Par contre, moi, depuis le début, je me dis qu'il faudrait beaucoup plus de concertation et de réflexion depuis le début. J'ai d'ailleurs lâché le mouvement pendant une petite période parce que ça n'apparaissait pas. Et moi, je suis pour qu'il y ait effectivement, alors pas forcément un parti d'ailleurs, pas forcément une liste aux européennes, parce que c'est reproduire les mêmes schémas. Mais c'est sûr que les petites guéguerres entre les différents mouvements gilets jaunes, ce n'est que nuisible, alors qu'en vérité, il devrait toujours avoir un seul objectif. J'ai entendu un jour un monsieur dire cette chose. Il a dit à Montluçon, là, lors d'une réunion, il a dit: n'oubliez jamais l'état d'esprit que vous aviez le 17 novembre. Et moi, je le perds pas de vue, moi, ça. Oui. Ce qu'on avait dès le départ, on avait des objectifs. Le peuple voulait être entendu. À titre personnel, moi, c'est ma motivation numéro 1. Je veux qu'on entende ceux qu'on n'entend jamais. Je veux plus que des politiques qu'on a mis en place, soi-disant représentativement, mais on les voit jamais. Regardez l'exemple de notre députée du coin qui a été absente pendant 2 mois, alors qu'il y avait des événements. Ben moi, je serais revenue. Je serais revenue. Je me serais dit, ok, elle peut avoir tout. J'ai cru un temps qu'il y avait peut-être une raison médicale qui aurait pu justifier les choses. C'est pas le cas. Donc, elle aurait dû revenir. Elle aurait dû revenir pour être là. Alors maintenant, elle a repris un petit peu du terrain, mais avec un petit groupuscule. Donc, elle n'aura pas une représentation des Gilets jaunes. Elle a choisi, si tant est que ça a été choisi, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, moi, mais il y a un petit groupuscule qui est proche de la députée maintenant. Mais ce n'est pas l'ensemble des Gilets jaunes. Moi je serais à sa place. Je voudrais voir l'ensemble, quitte à louer une grande salle et avoir tout le monde.